Je vais vous parler d'une île qui n'existe sur aucune carte. Pas une île oubliée. Pas une île non découverte. Une île délibérément absente de toutes les cartographies officielles depuis 1947. Une île dont l'existence est connue de certaines personnes dans certaines administrations et dont le nom, parce qu'elle a un nom qu'on m'a donné et qu'on m'a demandé de ne pas répéter, apparaît dans exactement 3 documents d'archives accessibles au public, tout classifiés niveau 2, tous consultables uniquement sur autorisation préfectorale. Je m'appelle Julien. J'ai 39 ans. Je suis journaliste d'investigation indépendant depuis 12 ans. Et en août 2023, j'ai mis le pied sur cette île. Tout a commencé par une source. Je ne dirai pas qui. Je dirais juste que c'était quelqu'un qui travaillait, passait, parce qu'il ne travaille plus nulle part maintenant, pour des raisons que j'expliquerai, dans un organisme gouvernemental lié à la gestion du patrimoine maritime français. Quelqu'un qui avait accès à des données que le grand public n'a pas. Il m'a contacté en janvier 2023 via un canal sécurisé que j'utilise pour les sources sensibles. Message court. Pas de nom. Pas de détails. Juste une série de coordonnées GPS et une phrase. Il y a quelque chose là-bas que vous devez voir. Allez-y avant qu'il ferme définitivement l'accès. J'ai mis les coordonnées dans Google Maps. Rien. Océan ouvert. Au large des côtes bretonnes, environ 70 km de Saint-Malo, dans une zone que les cartes maritimes indiquaient comme un banc de haut fond sans intérêt. J'ai mis les mêmes coordonnées dans 3 autres systèmes cartographiques. Même résultat. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement. Les recherches préliminaires m'ont pris 4 mois. 4 mois à croiser des archives, à consulter des photographes aériens, à contacter d'anciens marins pêcheurs qui connaissaient cette zone depuis des décennies. La plupart ne savaient rien, ou ne voulaient rien dire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. 2 d'entre eux savaient quelque chose. Le premier, un ancien marin de 70 ans, retraité à Cancale, m'a reçu chez lui un après-midi de mars. Il m'a écouté décrire les coordonnées. Il a regardé par la fenêtre pendant un long moment. Puis il m'a dit, on nous disait de ne pas approcher cette zone. Pas de raison officielle. Juste une zone à éviter. Ça date de quand j'ai commencé à naviguer dans les années 70. Tout le monde savait. Personne ne demandait pourquoi. Vous y êtes déjà allé? Non. Un collègue, oui. Une fois. Il n'a jamais vraiment expliqué ce qu'il avait vu. Il a juste arrêté de pêcher dans le coin. Il est encore en vie? Il est mort en 2019. Le deuxième témoin était une femme, ancienne employée des affaires maritimes, qui avait accepté de me parler à condition de rester anonyme. Elle m'a dit qu'il existait dans les archives internes de son administration une mention d'une zone de restriction maritime non publiée dans cette zone précise. Classée dans une catégorie administrative qu'elle n'avait jamais vue appliquée à d'autres zones côtières françaises. La catégorie s'appelait zone patrimoniale sensible de niveau exceptionnel. Elle n'avait jamais su ce que ça voulait dire. En mai 2023, ma source originale m'a recontacté. Message encore plus court que le premier. Ils savent que quelqu'un cherche. Dépêchez-vous. J'ai loué un voilier à Saint-Malo en juillet. Pas sous mon vrai nom, j'ai utilisé le nom d'une société d'édition qui m'appartient indirectement. J'ai engagé un skipper expérimenté qui connaissait la zone et à qui j'ai dit que je faisais un reportage sur les îlots inhabités de la Manche. Ce qui était techniquement vrai. Nous avons quitté Saint-Malo le 14 août 2023 à l'aube. La traversée a duré 7 heures dans des conditions correctes. Mer, force 2, vent de sud-ouest modéré, bonne visibilité. Mon skipper était taciturne et professionnel, ce qui m'arrangeait. À environ 50 km de Saint-Malo, il a commencé à regarder le GPS avec une attention particulière. Il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai demandé. Notre position ne correspond pas à ce que j'ai sur mes cartes. C'est-à-dire? D'après mes cartes, on devrait être au-dessus d'un haut fond. Mais j'ai 20 mètres de fond sous la quille. Il a regardé l'horizon. Et là-bas il y a quelque chose. L'île est apparue progressivement, comme les îles apparaissent en mer,
D'abord une ligne sombre à l'horizon qu'on peut confondre avec des nuages bas, puis une masse qui prend du relief, puis des détails qui s'affinent à mesure qu'on approche. Elle était plus grande que je l'imaginais. 2 km de long environ, 1 km de large. Couverte de végétation dense, des pins, de la lande, quelque chose qui ressemblait de loin à des arbres fruitiers dans la partie centrale. Des falaises au sud, une plage de galets au nord. Et sur la partie haute de l'île, visible depuis la mer, des structures. Des bâtiments. Pas des ruines, des bâtiments avec des toits intacts, des murs debout, ce qui ressemblait à des chemins entretenus entre eux. Mon skipper a sorti ses jumelles. Il les a regardées pendant 30 secondes sans rien dire. Puis il me les a tendues. Je ne sais pas ce que c'est, il a dit. Mais je pense que vous devriez voir ça vous-même. À travers les jumelles, les bâtiments étaient clairement visibles. Une dizaine de structures de tailles variées. Architecture sobre, fonctionnelle, pas des habitations traditionnelles, quelque chose de plus institutionnel. Un grand bâtiment central rectangulaire, 2 ailes latérales plus basses, plusieurs annexes. Et devant le bâtiment central, quelque chose qui m'a arrêté net. Des voitures. 3 voitures garées côte à côte devant l'entrée principale. Des voitures modernes, récentes. Sur une île qui n'existe pas. Nous avons mouillé au large de la plage de Galets. Mon skipper a refusé catégoriquement de m'accompagner à terre, il avait des enfants, il a dit, avec une simplicité qui ne demandait pas de réponse. Je l'ai laissé sur le voilier et j'ai rejoint la plage en annexe. La plage était silencieuse. Pas de bruit humain, pas de voix, pas de moteur. Les oiseaux. Le vent dans les pins. Le bruit de la mer. J'ai trouvé un chemin qui montait depuis la plage vers l'intérieur de l'île. Entretenu, pas de mauvaises herbes, pas de branches coupant le passage. Un chemin qui servait régulièrement. Le bâtiment central était plus grand de près que de loin. 3 étages, façade en granit local, fenêtre à double vitrage, récente, pas d'origine. Une plaque à côté de la porte d'entrée, en métal brossé, portant un numéro et un sigle que je ne reconnaissais pas. La porte était fermée mais pas verrouillée. J'ai poussé et je suis entré. À l'intérieur, un couloir. Propre. Éclairé par des tubes fluorescents dont certains bourdonnaient légèrement. Des portes de chaque côté, toutes fermées. Une odeur de papier et de produits ménagers. Pas de bruit humain. Mais une impression de présence récente, le genre qu'on perçoit dans un bureau dont les occupants viennent de partir pour déjeuner. Tout en ordre, tout en place, mais habité. La première porte sur la droite était entr'ouverte. Une salle de réunion. Une grande table, une dizaine de chaises, un tableau blanc avec des schémas encore visibles. Et sur la table, des documents. Je vais être précis sur ce que j'ai fait à ce moment-là parce que c'est important. J'ai pris des photos. De tout. La salle, le tableau, les documents sur la table. Rapidement et méthodiquement, sans toucher à rien, juste l'appareil photo. 77 photos en 4 minutes. Ce que j'ai vu sur ces documents, ce que j'ai pu lire en 4 minutes, debout dans cette salle, sans pouvoir tout analyser, je vais vous en parler. Mais d'abord je dois vous dire ce qui s'est passé ensuite. En sortant de la salle de réunion, j'ai croisé quelqu'un dans le couloir. Un homme. La cinquantaine, costume gris, pas de cravate. Il m'a regardé avec une expression que j'aurais du mal à qualifier, pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose de plus proche de la résignation. Comme quelqu'un qui savait que ce moment arriverait un jour et qui avait cessé depuis longtemps de se demander quand. Vous êtes journaliste, il a dit. Ce n'était pas une question. Oui. Vous avez pris des photos. Oui. Il a regardé mon appareil photo. Puis il a regardé le couloir dans les deux sens. Venez avec moi, il a dit. Il faut qu'on parle avant que les autres arrivent. Il s'appelait, ou du moins c'est le nom qu'il m'a donné, Dr Arnaud. Il travaillait sur cette île depuis 11 ans. Il m'a fait asseoir dans son bureau, au bout du couloir, et il m'a parlé pendant 20 minutes avec la précision et l'économie de quelqu'un qui avait répété mentalement ce discours de nombreuses fois.
Ce qu'il m'a dit, je vais vous le résumer. Cette île était utilisée depuis 1947 comme site de recherche indépendant. Indépendant des structures gouvernementales classiques, financé par un mécanisme budgétaire que le Dr Arnaud n'a pas voulu détailler, supervisé par un comité dont il ne connaissait pas tous les membres. Les recherches menées sur cette île portaient sur quelque chose qu'il a appelé simplement la mémoire des lieux. Pas de la parapsychologie, a-t-il dit immédiatement, comme s'il anticipait mon scepticisme. De la physique. De la chimie. De la neurologie. L'hypothèse que certains environnements géographiques conservent des informations, pas de manière mystique, de manière physique, dans la structure moléculaire de la roche, du sol, de l'eau, et que ces informations peuvent dans certaines conditions être perçues par le système nerveux humain. Cette île avait été identifiée en 1947 comme l'un des sites géographiques avec la densité d'informations environnementales la plus élevée jamais mesurée en France. Ce qu'il cherchait à comprendre depuis 76 ans, ce qu'il n'avait toujours pas compris entièrement, c'était pourquoi. J'ai posé la question évidente. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Après 76 ans de recherche. Il a regardé par la fenêtre de son bureau. L'océan. Le ciel. Les falaises au sud. Nous avons trouvé que cet endroit se souvient. Se souvient de quoi ? De tout ce qui s'y est passé. Depuis très longtemps. Des millénaires peut-être. Il s'est retourné vers moi. Vous savez ce qu'il y avait ici avant 1947 ? Non. Rien. Aucune présence humaine documentée. Et pourtant les mesures indiquent une densité mémorielle équivalente à, il a cherché ces mots, à un site habité en continu depuis des siècles. Des milliers d'années peut-être. Des événements. Des présences. Des émotions. Il a marqué une pause. Il y a des choses sur cette île que nous n'avons pas placées ici. Que personne n'a placées ici. Qui sont là depuis avant que nous arrivions et qui sont toujours là. Quel genre de choses ? Il n'a pas répondu à cette question. C'est à ce moment que j'ai entendu des voix dans le couloir. Le docteur Arnaud s'est levé rapidement. Il faut que vous partiez maintenant. Par la fenêtre. Le chemin qui descend à gauche des falaises mène à la plage nord en 20 minutes. Ne repassez pas par l'entrée principale. Les photos que j'ai prises, gardez-les. Mais ne les publiez pas toutes. Choisissez. Et attendez. Attendez quoi ? Il m'a regardé d'une façon que je n'oublierai pas. D'avoir compris ce que vous avez photographié. Je suis sorti par la fenêtre. J'ai suivi le chemin. J'ai rejoint le voilier. Mon skipper n'a rien demandé. Il a levé l'ancre et on est reparti. De retour à Saint-Malo, j'ai chargé les photos sur un ordinateur isolé, pas connecté à Internet, acheté spécialement pour ça. 77 photos. J'ai passé 3 semaines à les analyser. Les documents sur la table de réunion contenaient des données que je n'avais pas les compétences pour interpréter seul, des mesures, des graphiques, des termes techniques qui recoupaient plusieurs disciplines scientifiques. J'ai fait appel à 3 experts différents, en leur soumettant les images séparément, sans contexte. Leurs réponses convergeaient vers la même conclusion. Les données mesuraient quelque chose de réel. Quelque chose de physiquement mesurable. Quelque chose que la science mainstream n'avait pas encore de cadre théorique pour expliquer proprement. Et les valeurs enregistrées sur cette île étaient effectivement, selon les experts, sans équivalent connu. 2 semaines après mon retour, ma source originale m'a envoyé un dernier message. Ils savent que vous y êtes allé. Ils n'interviendront pas directement. Mais l'accès sera définitivement fermé dans les prochaines semaines. Et le docteur Arnaud ne travaille plus là-bas. J'ai essayé de retrouver le docteur Arnaud. Aucune trace. Ni dans les annuaires professionnels, ni dans les bases de données académiques, ni dans les registres publics. Un nom qui n'existe nulle part. Ma source a cessé de répondre à mes messages 2 jours après ce dernier message. Son numéro sécurisé est maintenant inactif. Je vous raconte tout ça ce soir parce que je publie cette vidéo exactement 1 an après avoir mis le pied sur cette île. Les photos existent.
Elles sont en sécurité, des copies dans plusieurs endroits, confiées à plusieurs personnes, avec des instructions claires sur ce qu'il faut faire si quelque chose m'arrive. Je n'ai pas encore tout compris de ce que j'ai photographié. Mais il y a une chose sur laquelle je reviens constamment depuis un an. Parmi les 77 photos, il y en a une que je n'ai pas prise consciemment. L'appareil était réglé en mode rafale. J'ai dû déclencher sans m'en rendre compte en marchant. La photo montre le couloir du bâtiment central. Prise depuis la salle de réunion, regardant vers l'entrée. Le couloir est vide. Sauf qu'au fond, près de la porte d'entrée, dans la lumière froide des tubes fluorescents, il y a une silhouette. Pas le docteur Arnaud, il était dans la salle de réunion avec moi à ce moment-là. Pas mon skipper, il était sur le voilier. Une silhouette debout. Immobile. Qui regarde vers l'appareil. J'ai fait agrandir la photo par un laboratoire spécialisé. La silhouette est nette. Ce n'est pas quelqu'un que je reconnais. Et les vêtements qu'elle porte ne sont pas des vêtements contemporains. Le docteur Arnaud m'avait dit que l'île se souvenait. Je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. À suivre.